Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Et bienvenue à la grande interview sur CNews Europe 1. Vous êtes le président fondateur de l'Union des droites pour la République et député des Alpes-Maritimes. Nous allons parler dans quelques instants de ce qui est en jeu évidemment aux États-Unis, c'est le jour J. Mais tout d'abord, en France, nous avons assisté ces derniers jours, Éric Ciotti, à des faits de déchaînement de violence qui se sont enchaînés. Le meurtre de Nicolas, la fusillade à Poitiers, puis ce qui s'est passé hier matin dans le RER E à Ozoir-la-Ferrière avec des actes d'une grande sauvagerie. 2 individus ont été gravement blessés à la hache. Une rixe sur fond, semble-t-il, de rivalité entre bandes impliquant des mineurs. Comment vous qualifiez ce matin de tels faits ? Ce qui s'est passé ce week-end de la Toussaint est tout simplement terrifiant. C'est une Toussaint orange mécanique. C'est une Toussaint qui est sombre parce qu'elle l'a tué. Elle a mis à feu et à sang le pays. On a vu de Rennes à Ozoir-la-Ferrière, en passant par Poitiers, naturellement, avec le meurtre de Nicolas à Saint-Péray. On a vu ce déchaînement de violence qui est insupportable et qui doit, au-delà de la condamnation, parce que la condamnation ne suffit pas, elle est impuissante, mobiliser une action extraordinairement déterminée. Nous devons engager une guerre contre les ferments de cette violence. Et derrière cette violence, ce déchaînement de violence, il y a quasi systématiquement le trafic de drogue. Et ce trafic de drogue doit mobiliser toutes les forces, toutes les énergies. Il faut engager une véritable guerre avec les moyens d'une guerre pour éradiquer ces trafiquants. On sait que ça aura des conséquences extrêmement violentes puisque ces trafiquants aujourd'hui tiennent des quartiers entiers. Il y a une économie souterraine de plusieurs milliards d'euros, peut-être 5 milliards d'euros aujourd'hui. Il y a des dizaines, peut-être des centaines de milliers d'emplois. Un jeune gagne, avec le trafic de drogue, 4 à 5, peut-être 10 fois plus qu'il gagnerait en travaillant. Est-ce que désormais... Donc, s'attaquer à tout ça, ça va mettre à mal des intérêts. Certes. Il y aura des réactions et il faut se préparer à ces réactions. Il faut un quoi qu'il en coûte sécuritaire aujourd'hui. Quoi qu'il en coûte sécuritaire, Éric Ciotti, la guerre également, c'est ce que dit quasiment mot pour mot le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Est-ce que c'est l'homme de la situation ? Puis après, nous viendrons sur les actes. Les mots, je les partage intégralement. On les a toujours tenus ensemble. Moi, je dis très clairement que je soutiendrai le ministre de l'Intérieur, le gouvernement, dans toutes les actions qu'il conduira pour la sécurité. Mais je suis... Permettez-moi de le dire, au-delà de ce soutien que je revendique et que j'affirme, je dis si les actes sont au rendez-vous, nous les soutiendrons. Mais je suis quand même très, très sceptique. Vous savez, on avait un débat pas plus tard que jeudi, c'était l'examen des propositions de loi du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, soutenu par notre groupe, le groupe UDR. Hein, et on a porté ces propositions de loi, on les a votées. Il y avait 2 propositions de loi essentielles. Le retour des peines planchées. C'était pourtant la mesure de Nicolas Sarkozy. Ce que souhaite d'ailleurs Bruno Retailleau. Le retour de la double peine. Mais non, c'est pas ce qu'a souhaité Bruno Retailleau, parce que le gouvernement était là. Monsieur Migaud était là. Il y avait l'adjoint, le ministre délégué à la sécurité, Monsieur Daragon. Au-delà des mots... Vous êtes en train de nous dire que c'est une autorité de façade bien sûr, au-delà des mots, pourquoi ils se sont opposés à ces 2 propositions de loi ? On pouvait faire œuvre utile, on pouvait avancer. Qui peut nier que pour un étranger délinquant, et aujourd'hui on voit qu'en prison, il y a 25% d'étrangers, sans parler des Français d'origine étrangère. Donc au moins un quart des places en prison. Il y a près de 80 000 détenus. On a donc aujourd'hui pas loin de 20 000 détenus étrangers en prison. On a cette sous-capacité carcérale. Si on disait à ces personnes, tu commets un délit en France, donc tu violes finalement le contrat qui a été passé avec la France, tu n'as plus rien à faire dans notre pays parce que les lois qui régissent le vivre ensemble dans une société ont été franchies. Là, c'est pour les étrangers, mais ceux qui sont français et en particulier mineurs. C'est, semble-t-il, le cas pour ce qui s'est passé, par exemple, dans le RER E. Est-ce qu'il y a plus que jamais nécessité, dites-vous, de responsabiliser les parents ? Est-ce que vous demandez le rétablissement de la loi que vous aviez fait voter d'ailleurs
en 2010. Naturellement. Elle a été abrogée en 2013. Elle a été abrogée par les socialistes. C'était la première mesure des socialistes, pour comme s'il n'y avait pas d'autre urgence. Familiales. Cette loi permettait de responsabiliser les parents. À l'époque, c'était notamment pour lutter contre l'absentéisme scolaire, parce que derrière aussi ce comportement qui touche de plus en plus de mineurs, on voit bien, il y a des contrats d'homicide qui sont passés avec des mineurs de 15 ans, mais c'est terrifiant. Il y a l'affaissement de l'école de la République aussi. Il y a l'affaissement des valeurs familiales. Tout cela ayant été attaqué par une certaine gauche qui s'est attaquée à l'éducation, qui s'est attaquée à l'autorité, qui s'est attaquée à l'autorité parentale. Et j'avais voulu responsabiliser les parents. C'était une loi de 2010. Il faut la rétablir. Monsieur Macron, je l'ai demandé à plusieurs reprises. On a défendu des propositions de loi. On a déposé des amendements. Ils se sont toujours opposés. Mais je reviens quand même. Pourquoi le gouvernement s'est opposé aux peines planchées et pourquoi le gouvernement s'est opposé à la double peine? Le ministre de l'Intérieur... Parce que ça venait de chez nous semble-t-il, c'est voilà, ça, donc c'est pour des raisons purement politiques. Mais ils ne le feront jamais parce qu'ils sont prisonniers dans cette majorité totalement ahurissante de leur alliance électorale avec l'extrême gauche. N'oublions jamais. Vous allez quand même dire que Bruno Retailleau a la même politique peu ou prou que l'extrême gauche aujourd'hui. Je ne dis pas ça, mais en tout cas, ceux qui soutiennent Bruno Retailleau ont été élus grâce aux voix de l'extrême gauche. Et des voix de notre famille politique ont voté pour l'extrême gauche. C'est pour ça que je suis parti. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, on ne peut plus rester dans ces mêmes codes, avec les mêmes personnes qui nous ont mises dans cette situation. Et vous dites qu'il faut engager la guerre. Ceux qui ont le courage doivent renverser la table. Oui, alors, il faut une véritable guerre. Renverser la table, par exemple, face au narcotrafic, un magistrat marseillais, il n'y a pas longtemps, a dit que la guerre était en passe d'être perdue. Bien sûr, et il a raison. On le voit tous les jours que cette guerre, elle est perdue parce que la violence gagne du terrain. Elle se propage partout sur le territoire, dans les villes moyennes, dans les villages. Quel territoire est aujourd'hui épargné? C'est la loi de la violence qui est en train de prendre le pas sur la loi de la République. Et ça, c'est insupportable. Quoi qu'il en coûte, Éric Ciotti, est-ce qu'il implique, par exemple, d'envoyer l'armée, nos militaires dans certains territoires, et pour faire quoi? De la dissuasion ou de l'intervention? Moi, je ne l'exclus pas. Aujourd'hui, il y a des forces militaires, forces sentinelles, il y a 7 à 10 000 militaires qui participent à des opérations de sécurisation. Elles pourraient le faire dans les quartiers, mais la priorité, c'est à la police et à la justice de rétablir l'ordre républicain. Pour cela, il faut arrêter avec la communication. Ce ne sont pas les CRS qui vont régler les problématiques du trafic de drogue. C'est la police judiciaire. Or, aujourd'hui, on assiste à un démembrement de la police judiciaire. On a désaffecté beaucoup de policiers à ces missions. Il y a aussi, compte tenu de la difficulté de la tâche, beaucoup de policiers qui quittent les missions d'investigation. Donc, la priorité, c'est de rebâtir une grande filière d'investigation avec la police judiciaire au sommet de cette hiérarchie. Mobiliser les forces, les douanes, les services fiscaux, les sections de recherche de la gendarmerie, sous une autorité commune dans chaque département. C'est très exactement l'inverse qui a été fait par M. Darmanin. On a dilué la police judiciaire. Donc, ce qui permettra d'éradiquer le trafic de drogue, ce sont des enquêtes. Ensuite, il faut des places de prison, sur ce point, une réponse pénale, des structures pour les mineurs délinquants. J'entends, mais là, vous appelez à une refondation totale bien sûr. de la Maison France, autrement, police et justice. On va disparaître. Mais peut-être disparaître? La France est menacée dans ce qu'elle est. De disparition. Un État de droit. L'État français pourrait s'effondrer. Il peut s'effondrer. Il peut s'effondrer si la violence continue à gagner aujourd'hui des territoires, à gagner des parts de marché. On voit bien qu'il y a des autorités qui sont menacées. Il y a dans l'administration pénitentiaire beaucoup de surveillants qui sont menacés. Donc la mexicanisation, là, c'est un mot. Encore une fois, le constat, on peut le partager, mais quand on fait à répétition le même constat et qu'on n'agit pas, à un moment, on a une responsabilité. Allons sur les pistes. Donc Bruno Retailleau
est là depuis peu de temps, donc je ne lui fais pas de procès d'intention. Mais sincèrement, quand je vois les votes que le gouvernement et la majorité qui le soutient émettent à l'Assemblée nationale, je suis très sceptique. Et ce n'est pas cette majorité qui nous sortira du chaos. Ceux qui nous sortiront du chaos, c'est cette alliance des droites que j'ai portée avec le Rassemblement national pour casser les codes, l'immobilisme, l'impuissance de ceux qui nous dirigent depuis 40 ans. Bruno Retailleau, qui sera ce vendredi à Marseille avec le garde des Sceaux, premier déplacement en commun. Hier, lors d'un séminaire gouvernemental, d'ailleurs, le Premier ministre Michel Barnier a appelé son équipe à la cohésion. Vous y croyez, cette cohésion? Elle est importante. Je ne la vois pas trop, à l'Assemblée nationale. Mais la situation telle qu'elle est issue des élections législatives, ne pouvait conduire qu'à cela. Quand, je le redis, excusez-moi, mais quand on a une alliance avec l'extrême gauche et avec une partie des Républicains, parce que les Républicains, ceux qui ont de véritables convictions à droite, ils m'ont suivi. Mais quand il y a cette alliance tellement contradictoire, quand on appelle à voter pour des amis de M. Mélenchon, comme l'a fait M. Bertrand, ça ne peut conduire qu'à ce chaos. L'erreur est originelle pour vous. Mais il y a ce péché originel. Et pourtant, hier, pardonnez-moi, le Premier ministre, il s'est projeté sur 3 ans. Éric Ciotti, sur 3 ans. Vous savez, alors que parfois, on n'arrive pas à voir tous les gouvernements en ont fait. Mais encore une fois, moi, je ne fais pas de procès d'intention. S'il y a des bonnes mesures, et elles sont indispensables, elles sont urgentes, elles sont vitales pour notre pays en matière de sécurité, en matière d'immigration, je les soutiendrai. Mais pour l'instant, au-delà des mots, je ne vois rien venir. C'est un gouvernement, en tous les cas, qui a aussi une priorité, celle de faire adopter le budget, et les débats reprennent à l'Assemblée. C'est un festival fiscal auquel on risque, et on a déjà assisté. Hier, à cette place, Éric Ciotti, c'est le ministre de l'économie qui affirmait que ce matraquage fiscal, que ce festival fiscal, il était engendré par l'extrême gauche et le RN, vos alliés. Il a raison. C'est la foire aux impôts. Il est organisé par l'extrême gauche, du fait d'une absence totale de la majorité. Si vous regardez les bancs de l'Assemblée aujourd'hui, la majorité est très relative, enfin ce qu'on appelle le socle. Les macronistes, en gros, sont absents. Ils sont absents. Ils sont en théorie autour de 200. Il y en a 20-30 Comment vous analysez ça dans l'hémicycle. Pourquoi ? Parce que je crois qu'ils veulent laisser se développer ce sentiment de chaos porté par l'extrême gauche pour justifier leur augmentation fiscale à eux. Je rappelle que le gouvernement a présenté un budget avec 30 milliards de hausse d'impôts et de charges. C'est le choc le plus violent en matière fiscale depuis 1981. Mais c'est l'un des déficits les plus importants aussi auxquels nous faisons face. Pour réduire le déficit, il y avait une autre méthode, c'était diminuer les dépenses. Or, les dépenses continuent d'augmenter. 2,1% du PIB d'augmentation des dépenses. Ça veut dire que l'État continue à dépenser. Ne pas augmenter les dépenses et normalement ne pas surtout augmenter les taxes et les impôts. Absolument. Reconnaissons que vous avez une nette différence avec le RN sur ce sujet, qui pourrait être taxé de gauche. On peut avoir des nuances, mais ce procès sur la gauche, il est dépassé. Moi, j'ai vu qui a demandé la diminution, par exemple, des impôts de production. C'est un amendement du Rassemblement national sur la CVAE. Donc arrêtons aussi de laisser croire qu'il y a cette dérive. Non, je vois plutôt une attitude de responsabilité. Bien sûr qu'on a des différences. Je n'ai pas voté pour l'abrogation de la réforme des retraites parce que, compte tenu de l'évolution démographique, ça me paraissait inopportun. Bien sûr que je souhaite qu'il y ait beaucoup moins de charges qui pèsent sur les entreprises et sur les Français qui réussissent. Parce qu'arrêtons de prendre pour cible les Français qui réussissent. C'est cette idéologie de gauche qui, quelque part, a gangréné notre pays. On le voit sur l'autorité, mais on le voit aussi sur l'économie. Éric Ciotti, on va conclure notre interview sur CNews et Europe 1. C'est le jour J, bien sûr, aux États-Unis. Vous ne faites pas mystère de votre soutien à Donald Trump. Que répondez-vous à l'argument du chaos, de la violence, de l'éruption de violence associée au candidat Trump ? Est-ce que l'Amérique risque de basculer, quel que soit le résultat d'ailleurs, dans l'inconnu ? Moi, je regarde nos intérêts. Et vous savez, ce qui se passe aux États-Unis, malheureusement, arrive très souvent, 4 ou 5 ans après, en Europe et en France. On a eu l'arrivée du wokisme, terrifiant, avec les démocrates, qui explique aussi beaucoup de nos problématiques. On a l'immigration de masse, qui a été multipliée par 5
avec les démocrates. L'immigration irrégulière, c'était 500 000 passages sous Trump, 3,2 millions sur Biden et Kamala Harris. Et puis, il y a aussi la paix. Est-ce que quand Donald les républicains... Trump, pour vous, est l'homme de la paix. Quand les républicains étaient au pouvoir, qui a apporté les accords d'Abraham au Proche-Orient, qui étaient sur le point d'aboutir à une paix historique? Qui s'est retiré de l'Afghanistan, si ce n'est Biden, envoyant un message terrifiant? Et qui a laissé prospérer la guerre en Ukraine? Vous dites ce matin que celui qui est capable aujourd'hui de... économiquement de la faiblesse de l'Europe. Celui qui est capable de régler les conflits, régler en tous les cas, ou peut-être trouver un accord en Ukraine et au Proche-Orient, c'est Donald Trump. Je pense qu'il a plus d'atouts et de capacités à le faire que les démocrates l'ont fait. Voilà, il y a cette dérive aussi vers la gauche et l'ultra-gauche. Je ne suis pas de gauche, ça ne vous a pas échappé, donc je suis assez cohérent. Après, on peut apprécier ou pas la personnalité de Donald Trump. Il y a des codes aux États-Unis qui ne sont pas les nôtres. Il y a un spectacle qui n'est pas le nôtre. Mais sur le fond, je suis convaincu que les républicains et que la politique telle qu'elle avait été appliquée sous Donald Trump et qui pourrait être à nouveau appliquée demain serait plus profitable pour les équilibres économiques et diplomatiques et pour la paix dans le monde. Eh bien, c'est à suivre, puisque la nuit américaine est à vivre. Et j'assume mes positions. Il y en a qui les assument pas. On vous entend bien. Je les assume. Vous savez, je dis en liberté ce que je crois, ce que je pense. Merci, même Éric si c'est contre le système. Vous étiez l'invité de la grande interview sur CNews et Europe 1. Et la nuit américaine est à vivre également sur nos deux antennes. Bonne journée et à bientôt.